RCF. RCF Lyon, des souris et des hommes. En compagnie de Jean Pouly. Aujourd'hui, bonjour Jean. Bonjour Lucie. Une question aujourd'hui avec vous. Internet est-il de gauche ou de droite ? Écoutez, tenter de répondre à cette question, c'est en fait toucher à certains fondamentaux qui régissent Internet et les technologies numériques. Alors historiquement, on retrouve d'ailleurs un paradoxe de nature politique dans la naissance même d'Internet qui montre que ce vieux clivage gauche-droite est à la fois pertinent et dépassé en ce qui concerne Internet. Alors imaginé au début des années 60 par les services de l'armée américaine, ARPANET, l'ancêtre du réseau Internet, s'est ensuite développé en plein bouillonnement libertaire au sein des universités californiennes. Alors de fait, convenons-le, d'une nature assez différente et aux idées très opposées sur le berceau d'Internet. Même si chaque camp politique peut trouver ses propres valeurs dans Internet et le développement technologique, le véritable enjeu de cette question est dans la transformation que ces technologies sont en train de faire subir à la politique, avec le risque ultime qu'elles disparaissent purement et simplement. On va rester binaire pour l'instant, si vous le voulez bien. En quoi, dans un premier temps, pourrait-on dire qu'Internet est de gauche ? Alors développé, comme je le disais, au sein des universités de Californie dans les années 70, Internet est d'abord une formidable promesse de progrès et de liberté. Un média décentralisé, en réseau, sans hiérarchie, il est aussi un formidable vecteur de liberté d'expression et même un formidable catalyseur de révolution politique, comme ce fut le cas pour le printemps arabe en 2011. Alors Internet, c'est aussi le mouvement de l'open source, de la coopération universitaire, du partage des connaissances et aujourd'hui de ce qu'on appelle l'économie collaborative et de la fonctionnalité. Alors on imagine donc bien les valeurs traditionnelles de la gauche trouver un écho favorable et même un renouvellement dans ce développement technologique. D'ailleurs en France, c'est incontestablement la gauche qui s'est en premier saisi des opportunités qu'offrait ce nouveau média pour faire vivre et incarner ses valeurs. C'est également le vice-président démocrate américain Al Gore qui a lancé la métaphore des autoroutes de l'information au milieu des années 90 et a donné l'impulsion nécessaire au décollement de ce qu'on a appelé la nouvelle économie. On retrouve aussi la gauche avec les apôtres de la postmodernité, du progrès sans limite, qui s'incarne aujourd'hui dans le courant transhumaniste, avec cette vieille idée marxiste d'un homme nouveau, libéré de ses contingences. Alors évidemment, toute classification est un peu réductrice, car il y a aussi pas mal d'écologistes qui sont technophobes, qui sont un peu effrayés par les impacts négatifs des technologies sur l'homme et la planète. Et en quoi Internet pourrait-il être de droite ? Alors c'est là que les choses se compliquent et se révèlent un peu. En effet, une des propriétés la plus reconnue et la plus partagée par les différents promoteurs d'Internet, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est la liberté. Alors Internet est donc au sens politique un outil à la fois libertaire et libéral. Alors les premiers lui ont donné naissance et les seconds lui ont permis un développement assez fantastique. Et c'est là que survient un clivage entre droite et gauche qui est incarné par ce qu'on appelle le courant cyber-libertarien. Voilà, alors c'est un courant technopolitique qui vient des États-Unis et qui est suspecté en fait par la gauche d'utiliser les valeurs intrinsèquement libérales du réseau Internet pour les subvertir et mettre en place des politiques de droite ultra-libérales. Alors, il faut quand même savoir que la majorité des grands gourous américains d'Internet aujourd'hui font partie de ce mouvement cyber-libertarien, comme Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, Eric Raymond, un grand théoricien de l'open source, l'activiste Julian Assange ou encore Sergey Brin, le cofondateur de Google. Et quels sont les objectifs de ce courant ? Alors, selon leurs détracteurs, leur but ultime serait de substituer l'État et la démocratie par une sorte d'organisation algorithmique, où les actions de l'État-providence seraient progressivement remplacées par les services de grandes plateformes technologiques. En fait, Internet et le numérique seraient une sorte d'accomplissement du rêve libéral, avec une disparition des organisations collectives, des représentations démocratiques, au profit de plateformes capitalistiques mondiales. Alors, les critiques de ce puissant courant cyber-libertarien s'appuie notamment sur le comportement actuel des GAFAM, vous savez, ces géants du numérique dont on a parlé, qui d'une certaine façon mettent déjà en œuvre cette fusion. Par exemple Google, qui s'investit lui-même de missions sans limite, même celle de faire reculer la mort. Uber, Amazon ou Airbnb, qui contournent allègrement les règles fiscales et sociales des pays dans lesquels ils s'implantent, et puis surtout leur approche tout à fait assumée de la technologie comme le moyen ultime de régler le problème que représente l'État lui-même. Et si on compare ces deux approches, est-ce qu'il y a des points communs, des différences qu'on pourrait mettre en avant ? Alors le point commun est le pouvoir de transformation d'Internet, ce qui en fait d'ailleurs un objet politique très puissant. Et c'est d'ailleurs assez surprenant de constater que les hommes politiques actuels n'ont pas vraiment saisi la faculté disruptive de cette technologie et
généralement, ils la voient au mieux comme un nouveau moyen de communication politique et au pire comme un gadget. Alors, ce n'est, espérons-le, qu'une question de génération. Quant à la différence entre ces deux approches, c'est clairement dans la façon dont les uns et les autres envisagent la place de l'individu et du collectif, en fait. C'est un très vieux débat qui dépasse le cadre politique pour toucher plutôt même à la philosophie ou à la théologie. Alors, vu le pouvoir pris par les géants du numérique, par les courants technologiques des cyberlibertariens et des transhumanistes, de nouveaux clivages vont sans doute se créer et la politique, espérons-le, va reprendre ses droits. Et on imagine que ça peut déboucher sur certains risques avec ces courants technologiques, non ? Mais effectivement, c'est justement la disparition de la politique comme action commune des hommes, comme lieu de débat avec ses excès, ses humeurs, ses limites, mais aussi sa singularité et sans doute sa noblesse qui risque de disparaître. En fait, ces courants technopolitiques dépassent un peu le traditionnel clivage gauche-droite. Ce qui explique qu'en apparence, la politique semble avoir disparu de la technologie et du développement massif du numérique. On a plutôt une différence molle entre les techno-euphoriques et les techno-sceptiques, mais pas vraiment de débat politique. Moi qui suis dans ce secteur depuis longtemps, j'ai toujours été surpris par le fait en fait que le numérique n'est pas vraiment un sujet très clivant au niveau politique, qui se résume souvent à une espèce de suivisme assez inquiétant, genre il faut mettre du numérique à l'école, il faut passer au numérique, il faut une administration électronique, comme si c'était le numérique qui s'imposait lui-même, sans débat. Allez, on aime bien faire ça pour terminer, on va se projeter un peu, on va regarder les perspectives, d'abord à moyen puis à long terme. Eh bien, écoutez, la perspective principale, et qui est un petit peu envisagée par Evgeny Morozov, qui est un peu le spécialiste des implications politiques et sociales du progrès technologique, c'est ce qu'il appelle le solutionnisme technologique. D'une certaine façon, les cyberlibertariens et les transhumanistes se rejoignent sur un point. Pour eux, l'homme est dépassé, et seules les machines, l'intelligence artificielle, les algorithmes pourront permettre à l'humanité de s'accomplir vraiment. C'est leur credo, c'est un peu une technology we trust. L'homme est le problème, la technologie est la solution. Alors, autre risque de cette disparition du politique, c'est en fait l'évacuation du débat. Et cette réalité est déjà à l'œuvre. Le transhumanisme, par exemple, avance sans aucun débat de société, de façon assez obscure, car il s'appuie sur un consensus assez basique. Personne ne veut souffrir. Chacun est révolté par la mort. Une façon d'évacuer les questions de fond, notamment sur la définition que nous nous faisons collectivement de l'être humain. Si le code est la loi, comme le prophétisait le juriste américain Lawrence Lessig, à quoi bon le Parlement et la démocratie ? Alors, il est grand temps, à mon avis, que la politique se saisisse pleinement des immenses enjeux que porte la révolution numérique, car sans la politique, c'est une société numérique déshumanisée que nous risquons de bâtir. Et qu'on analyse avec vous, Jean Pouly, dans Des souris et des hommes. Merci beaucoup. On vous retrouve sur internet rcf.fr.